d'introduire ce webinaire. Alors, pour deux raisons spécifiques. La première, il n'y a pas d'ordre entre les deux, mais la première, c'est qu'il est co-organisé entre deux pôles de compétitivité. Donc, on a le plaisir de co-animer ce webinaire donc, entre Cap Énergie et Derby. Voilà, les représentants de Derby vont intervenir juste après moi. Et la deuxième raison qui me réjouit ce webinaire, c'est que vous allez voir, le cœur des informations vont être apportées par deux de nos membres qui sont adhérents à la fois des pôles de compétitivité Cap Énergie et Derby, qui sont donc les deux acteurs GAC Group et Inextenso. Voilà, et c'est sur leur proposition voilà, qu'on a monté ce webinaire au bénéfice donc, de tous nos membres, puisque, comme vous l'avez peut-être entendu, mais vous l'avez peut-être moins en tête de manière précise, il y a un certain nombre de nouveaux dispositifs dans le projet de loi de finances, et maintenant la loi de finances est plus un projet voté 2024, là, qui intéresse le secteur de l'innovation et de la transition énergétique. Donc, c'est tous ces éléments-là dont vous allez pouvoir bénéficier avec leur présentation. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Il y avait une planche sur Cap Énergie, mais Soléane, les planches passent pas. Je ne sais pas si tu as la main, voilà. Mais je vais pas le dire en détail. Vous savez, comme les différents pôles, évidemment, on essaye d'apporter notre aide aux porteurs de projets d'innovation, hein, donc à la fois dans l'émergence, dans la structuration, dans la maturation des projets, sur tous les aspects que ça peut recouvrir, hein, voilà, le lien avec des partenaires, le regard sur le positionnement, voilà, et puis les accompagner vers des vers des guichets de financement régionaux, nationaux, européens. Voilà. Et puis, on a un certain nombre d'autres actions aussi vis-à-vis des territoires, sur les enjeux de compétences, de croissance. Voilà. Et tout ça, ça s'appuie bien sûr sur une veille et un réseau. Voilà. Donc, vous aurez les plans, je ne vais pas être plus long là-dessus, ce n'est pas l'objet du séminaire. Voilà. Et je vais passer. Alors, pour ce qui est de Cap Énergie, rapidement, il y a une planche que vous aurez aussi. Donc, vous avez tous les noms et les thématiques, hein. On a une organisation suivant d'accompagnement des porteurs de projets innovants, aussi sur l'Europe. Voilà, donc, et puis aussi sur les aspects croissance. Donc, vous aurez les contacts. Et je vais passer tout de suite la main à Camille qui va aussi introduire pour Derby. Bonjour à tous, merci Sylvain. On est ravis nous aussi de co-organiser ce webinaire avec Cap Énergie et avec nos adhérents aussi en commun. Alors nous, Pôle Derby, on est comme Cap Énergie, on est spécialisé dans la transition énergétique, mais notre territoire d'action, c'est l'Occitanie. Donc on a notre siège social qui est à Perpignan avec des antennes et des chargés de projet qui sont sur Toulouse et sur Montpellier pour pouvoir couvrir tout le territoire. Voilà, donc on a quand même quelques domaines d'action stratégiques. Donc notamment, on va couvrir donc tout ce qui est production d'énergie renouvelable et la décarbonation des industries. Donc c'est aussi pour ça qu'on co-organise ce webinaire aujourd'hui, notamment pour le sujet du C3IV. On couvre aussi donc les réseaux énergétiques intelligents et l'efficacité énergétique, donc plutôt au niveau bâtiment. Donc en fait, tout ça, ça va intégrer les filières des énergies renouvelables, donc le solaire, les gaz renouvelables, donc les réseaux énergétiques, les smart grids, l'hydrogène, le stockage, la géothermie, voilà. Et on va avoir deux domaines stratégiques transverses qui sont quand même des enjeux aujourd'hui, donc c'est le numérique, avec l'optimisation des data pour la production et la consommation d'énergie. Et un grand enjeu aussi, c'est au niveau de l'emploi et de la formation. Donc avec tous ces nouveaux usages, voilà, tous ces enjeux de formation. Donc le pôle, en fait, on est là pour accompagner tous les projets de notre transition énergétique. Donc c'est pas seulement de l'innovation, évidemment, on va accompagner les porteurs de projets innovants à trouver des financements, mais on accompagne aussi tous les projets, donc des collectivités, des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes entreprises, dans leurs projets d'investissement ou dans leurs projets de commercialisation. Donc voilà, on va de l'amont à l'aval dans tous les projets de la transition énergétique. Voilà.
Solène, tu peux peut-être passer voilà, la slide suivante. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des projets en Occitanie. On se fera un plaisir en fait de vous expliquer un petit peu plus les actions, les réalisations du pôle. Et on vient de sortir d'ailleurs notre rapport d'activité 2023. Donc, si vous voulez le consulter, il est téléchargeable depuis notre site internet. Voilà, je n'en dirai pas plus long et je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, donc Daniel Tawil-Jameau, je suis avec ma collègue Sophie Braun du cabinet Nextinso Innovation Croissance. Donc nous, on est un cabinet de conseil, voilà, on accompagne tout type de structure, hein, de la start-up au corporate ou au grand groupe sur 3 grands axes. Donc soutenir l'innovation, d'accord? Avec tout ce qui est entrepreneuriat innovant, transfert de technologie. On a une grosse activité aussi qui concerne toute la dimension de développement durable avec la mesure des impacts, la RSE, l'accompagnement des politiques publiques et enfin, on apporte des solutions de financement, que ce soit au niveau, régional, national et européen pour la recherche d'aide et de subventions. Voilà, donc on est, plus d'une centaine d'experts au sein du cabinet, répartis dans 7 bureaux en France. On fait partie du groupe, Inextinso, qui fait plus de 6 000 collaborateurs. On mène environ 1 millier de missions par an sur tout type de projets, innovants et nos taux de succès sur les financements sont de l'ordre de plus de 50%. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc François-Xavier Pic, moi je suis donc responsable fiscal pour la fiscalité de l'innovation chez GAC Group, donc avec Alex qui va intervenir également. Donc GAC Group, c'est un cabinet de conseil également en fiscalité de l'innovation notamment. Donc c'est le pôle qu'on représente avec Alex. Si on peut passer à la slide suivante. Ouais. Donc voilà, c'est un cabinet qui a 20 ans, qui est implanté régionalement en France dans pas mal de régions. Et donc c'est un cabinet également qui a une implantation mondiale dans 6 pays et qui est encore en expansion sur tous les sujets de la fiscalité. On peut passer également à la slide suivante. Et voilà, on a plusieurs pôles et donc domaines de conseil. Donc l'innovation, donc principalement les principaux dispositifs qu'on va vous présenter dans ce webinaire. Et on a également un pôle performance fiscale et énergétique et performance RH. Donc voilà. Bonjour à tous. Donc avec François-Xavier, on va vous présenter les différents dispositifs fiscaux et par la suite, Alex et Daniel vous présenteront le nouveau dispositif C3IV. On a voulu vous présenter de manière cartographiée un petit peu tous les dispositifs fiscaux qui étaient en faveur de l'innovation en fonction de la maturité de votre projet, donc de la faisabilité à l'industrialisation. Il y a différents types de financement auxquels vous pourriez faire appel. Je vais laisser François-Xavier les présenter succinctement, parce qu'on reviendra par la suite dessus. Merci beaucoup, Sofiane. Donc effectivement, on a cartographié ici les différents dispositifs que nous allons vous présenter. Donc effectivement, sur de la recherche à l'industrialisation et à la commercialisation, vous allez pouvoir être accompagné sur différents dispositifs que nous allons descendre rapidement ensemble. Et nous allons insister effectivement sur ces différents dispositifs, principalement sur les actualités, issues notamment de la loi de finances 2024, que nous allons vous indiquer. Donc voilà, tous les dispositifs cartographiés ici feront l'objet d'un développement par la suite. On vous a mis un petit mapping de l'évolution de la fiscalité par rapport aux différentes lois de finances sur les différents dispositifs. Donc, Jeune Entreprise Innovante, on reviendra plus dans le détail sur ce dispositif. Ensuite, par rapport au crédit d'impôt sur les prestations et
sur les prestations dans la valorisation des dépenses. Donc, le point clé sur les prestataires, sur votre sous-traitance à valoriser dans le crédit d'impôt, c'est que depuis 2022, la sous-traitance publique n'est plus doublée dans l'assiette fiscale. Et il y a eu la notion aussi, la notion de prestation en cascade est un point de plus en plus contrôlé par l'administration fiscale. Voilà. François-Xavier, je te laisse Oui, présenter. donc effectivement, de Oui, manière voilà. assez macro, on peut voir que sur ces dispositifs-là, principalement le CIR et le C2I, il y a une évolution donc, depuis 2018 qui est, donc c'est assez visible sur cette diapositive, plutôt à la baisse des aides. On va détailler plus tard parce que c'est vraiment une remarque un peu générale. Mais effectivement, on voit par exemple que les frais de fonctionnement sur le CIR et le C2I ont été supprimés pour le C2I en 2023. Pour le CIR, sont passés de 50% à 43% des dépenses de personnel. Donc il y a plutôt une tendance à la baisse, effectivement, de l'assiette de crédit d'impôt recherche. Et quand on parle également de l'évolution des taux, il y a pour le coup, voilà, il y a eu la suppression du doublement des dépenses engagées vers les prestataires publics. Alors ça a été remplacé par le crédit d'impôt collaboratif qui, on va le voir par la suite, ne remplace pas vraiment in fine ce doublement, mais est plutôt un petit peu différent. Et donc voilà, on peut voir que ce sont des dispositifs en perpétuelle évolution et on va vous présenter les dernières actualités dans la suite de cette présentation. Donc, les deux premiers dispositifs, c'est le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation. Donc, on va commencer par le crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche, donc, c'est un guichet dédié à toute société qui réalise des dépenses, qui réalise des travaux de R&D. Donc, qui dit travaux de R&D, la définition, c'est des travaux qui permettent de dépasser l'état des connaissances scientifiques, l'état de l'art. Et donc, il faut répondre à cette définition pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Pour le crédit d'impôt innovation, on va se baser par rapport au marché. C'est des travaux qui permettent de mettre sur le marché des dispositifs dépassant l'état du marché actuel. Et ce dispositif est réservé aux PME au sens communautaire du terme. Donc, c'est un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et une société avec moins de 250 salariés. Tu peux continuer. Oui, donc c'est un dispositif donc déclaratif. Par déclaratif, on entend que le fait de déposer la déclaration, donc la déclaration de CIR ou de C2I, c'est le même formulaire, vont se déclarer en même temps que donc l'alias fiscal, donc le 15 mai de l'année suivant l'engagement des dépenses, si on est en exercice qui correspond avec l'année civile. Donc on dépose ces deux déclarations dans l'alias fiscal et le simple fait de les déposer, c'est ce qui fait que c'est un système déclaratif, fait naître une créance auprès des impôts de 30% du montant du montant des dépenses éligibles. Donc, et cet impôt, ce crédit d'impôt va s'imputer sur l'impôt sur les sociétés de la société. Donc, le simple fait de le déposer va faire naître la créance et donc la société va pouvoir directement imputer sur l'IS le montant du crédit d'impôt. Il est possible de procéder, si l'on a raté la date de dépôt, à des rétroactives, ce qu'on appelle des rétroactives. Donc, c'est la possibilité de déposer postérieurement à la date limite de dépôt un crédit d'impôt recherche ou un crédit d'impôt innovation. C'est possible jusqu'au 31 décembre de l'année N+2 par rapport à la date limite de dépôt. Et donc, pour le coup, cette procédure est une procédure contentieuse. Donc, par contentieux, on entend que ce n'est pas du déclaratif. Donc, le simple fait de déposer ne fera pas naître de créance. L'administration devra se prononcer sur le bien fondé ou pas de la créance et donc engagera peut-être quelques demandes d'information. En termes d'évolution, pour le crédit d'impôt recherche et pour le crédit d'impôt innovation, la loi de finances 2024 n'a pas modifié le dispositif.
alors que c'était prévu. C'est-à-dire que dans les débats parlementaires, le projet de loi de finances prévoyait plusieurs aménagements du crédit d'impôt recherche, notamment. Le crédit d'impôt recherche pour les sociétés qui engageaient plus de 50 millions d'euros d'assiette de dépenses avait un taux qui était diminué. Donc aujourd'hui, il est à 30% jusqu'à 100 millions d'euros de dépenses et après, il passe à 5%. Il était proposé de passer à 15% au-dessus de 50 millions. Le plafond du crédit d'impôt innovation qui aujourd'hui est à 400 000 euros passait à 800 000 euros et le crédit d'impôt innovation était reconduit jusqu'en 2026. Aujourd'hui, le crédit d'impôt innovation a une date de péremption au 31 décembre 2024 et aujourd'hui, on ne sait pas s'il sera reconduit ou pas. Et donc, en fait, tous ces amendements qui étaient proposés et qui avaient été votés, qui faisaient partie du projet de loi de finances, n'ont pas été retenus par donc la Première ministre qui a fait passer la loi de finances par le biais du 49.3. Et donc, ces dispositions qui allaient modifier un petit peu les dispositifs ne sont pas passées, mais ça permet quand même de voir certaines tendances et donc d'anticiper potentiellement des évolutions futures. Voilà. Merci Soléane. Donc le dispositif suivant, donc c'est le dispositif qui a été créé en 2022 suite à l'arrêt du doublement des dépenses de sous-traitance des organismes publics. Donc c'est le crédit d'impôt collaboratif, SICO. Ce dispositif donc s'adresse à toute typologie de structure, de société qui sont soumises à un régime réel d'imposition. Donc, quelles conditions pour appliquer ce dispositif? Actuellement, donc, il faut qu'il y ait un contrat de collaboration qui ait été conclu entre la société et un organisme de recherche et de diffusion de connaissances, l'ORDC. Il faut que ce contrat soit conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 et ce contrat doit avoir certaines clauses spécifiques pour pouvoir être éligible au crédit d'impôt collaboratif. On ne va pas forcément toutes les voir, mais de manière globale, il faut savoir que dans ce contrat, il faut qu'il y ait certains éléments donc, qui soient anticipés, dont le partage du risque financier, bien évidemment, qui se traduit par un partage des dépenses, partage de l'API et d'autres clauses qui doivent être spécifiées dans le contrat pour que ces dépenses puissent être valorisées dans le cadre du crédit d'impôt collaboratif. Donc, quels sont les organismes ciblés? Donc, les organismes ciblés, c'est quels sont les organismes qui vont émettre des factures qui seront valorisables dans le crédit d'impôt collaboratif. Donc, effectivement, comme le disait Sofiane, ce sont les factures qui émanent d'ORDC. Donc, ce sont des organismes de recherche et de diffusion des connaissances qui sont des organismes. Le statut d'ORDC est un statut qui préexiste au SICO, donc c'est un statut qui émane de l'Europe et qui donc peut concerner des organismes d'Europe publics principalement ou privés, puisqu'il faut que ces organismes n'aient pas pour but premier d'avoir une activité lucrative, mais aient pour but premier de faire de la recherche et de diffuser les résultats de cette recherche. Donc il faut qu'il y ait 80% de l'activité qui soit non économique. Donc effectivement, pour que les factures émises par ces organismes-là soient éligibles au crédit d'impôt collaboratif, il faut qu'elles soient agréées par le ministère de la Recherche au titre du crédit d'impôt recherche et au titre du crédit d'impôt collaboratif. Donc effectivement, dans les factures, il y a des coûts qui sont éligibles. Et les deux principales conditions, comme pour le crédit d'impôt recherche, pour que ces coûts soient éligibles, il faut que la recherche soit réalisée au sein de l'espace économique européen et que effectivement les coûts soient bien supportés par l'ORDC et facturés au coût de revient. C'est une des conditions également d'éligibilité des coûts à l'organisme qui va déclarer son SICO. Et enfin, effectivement, c'est les travaux qui vont être concernés par la collaboration de recherche sont les travaux de recherche éligibles également au crédit d'impôt recherche.
Donc, ce sera la définition du manuel de Frascati. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va compléter un peu le crédit d'impôt recherche dans le sens où ça a été mis en place pour pallier à la suppression du doublement des dépenses dans le crédit d'impôt recherche, même si on voit qu'il y a un champ d'application qui est un peu différent entre les deux dispositifs. Donc, le SICO, donc, on l'a dit précédemment, a été mis en place pour essayer de compenser la fin du doublement de l'assiette fiscale. Dans le crédit d'impôt avant 2022, les dépenses étaient doublées dans l'assiette fiscale et donc vous récupériez 30% de ce doublement. Aujourd'hui, donc ça faisait 60%, vous récupériez 60% des dépenses liées à cette sous-traitance avec l'organisme public. Aujourd'hui, ce dispositif permet de récupérer à minima 40% des dépenses facturées par les organismes éligibles dans une limite de 6 millions d'euros. Cependant, il y a eu quand même une disposition pour les PME qui peuvent récupérer jusqu'à 50% de ces dépenses. Je vais laisser François-Xavier vous présenter les quelques précisions et cas particuliers sur ce dispositif. Oui, donc effectivement, rapidement, il y a quelques cas particuliers. Comme pour le CIR, il y a la sous-traitance en cascade qui est organisée. Le sous-traitant, donc l'ORDC, doit effectuer en interne les dépenses de recherche. Il est possible de prendre les dépenses de second rang si l'organisme de second rang, uniquement si l'organisme de second rang est agréé au SICO. En cas de plafond atteint, donc au-delà de 6 millions d'euros, il est possible de prendre les coûts au-delà du plafond dans le crédit d'impôt recherche, bien entendu, dès lors que les conditions d'éligibilité des dépenses sous-traitées sont éligibles au crédit d'impôt recherche, ce qui n'est pas automatique puisqu'on voit qu'il y a quand même un champ d'application un peu différent entre les deux dispositifs. Évidemment, pour une même dépense, on ne pourra pas déclarer et du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt collaboratif. Et comme pour le crédit d'impôt recherche, quel que soit l'exercice comptable, le SICO va se calculer sur l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre, même si les sociétés sont en exercice décalé. Il faudra, voilà, il y a quelques petites particularités du coup, mais il y aura un décalage de déclaration s'il y a un exercice décalé, mais ce sont bien les dépenses engagées sur l'année civile qui seront éligibles pour le calcul. C'est moi qui commence, je sais. Oui, je te laisse commencer l'IP-Box. Ok, donc l'IP-Box, c'est un dispositif donc, qui date de 2019, qui se substitue à un ancien dispositif de fiscalité avantageuse sur les produits de propriété intellectuelle. Donc en fait, rapidement, en 2019, la France a consacré l'approche Nexus, qui consiste en fait à mettre en lien l'avantage fiscal dont vont pouvoir bénéficier les sociétés avec le développement de l'actif générant les revenus en interne. De manière schématique, seront favorisées les sociétés qui vont développer, qui vont faire de la recherche sur l'actif qui va déboucher sur le dépôt d'un brevet ou sur un logiciel, par rapport aux sociétés qui sous-traitent, par exemple, une partie de leur recherche dans une de leurs filiales à l'étranger. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre en lien l'avantage fiscal avec les travaux de recherche. Donc c'est un dispositif qui tient compte des dépenses de recherche et donc qui, à ce titre-là, est un peu cousin du crédit d'impôt recherche, on va dire. Ce dispositif va permettre donc d'avoir un taux réduit d'impôt sur les sociétés qui sera donc avec ce nouveau cadre permet d'abaisser ce taux. François-Xavier a déjà un peu expliqué les éléments qui vont être pris en compte. On peut peut-être passer à la slide suivante. Du coup, les actifs éligibles aujourd'hui, donc c'est dépôt de brevet, COV, donc certificat d'obtention végétale, et donc les logiciels aussi originaux protégés par droit d'auteur. Du coup, pardon, je sais, ça manque un peu peut-être de fluidité. Les procédés, donc, ces dépenses-là vont être, il va y avoir donc des revenus
nettes de cession qui vont être calculées par rapport à ces éléments-là, ainsi que les procédés de fabrication industrielle résultant de l'activité de recherche et indispensables à la mise en œuvre d'un brevet vont être pris en considération. Peut-être, FX, je te laisse compléter ces éléments-là. Oui, non, mais c'est très clair. Donc, du coup, effectivement, sont éligibles donc, les revenus de cession et de sous-concession, de cession, de concession et de sous-concession, qui sont liés à ces actifs éligibles que vient de vous énumérer Sofiane. Donc, effectivement, dès lors que vous avez des revenus de cession, sous-concession ou de concession de brevets, COV, procédés de fabrication industrielle ou logiciels originaux protégés par le droit d'auteur, on va pouvoir, sur ces revenus-là, appliquer, après l'application du ratio Nexus, donc qui sera rapport des dépenses de recherche, un taux favorable qui s'élève à 10% des dépenses, qui s'élève à 10% des revenus, au lieu du taux normal de l'impôt sur les sociétés de 25%. Donc c'est un dispositif sur les revenus éligibles qui sont issus de ces actifs-là, qui est très, très avantageux. On peut passer à la slide suivante. Sur les pivots. La JEI, donc le statut de jeune entreprise innovante, c'est un dispositif mis en place pour favoriser la création et le développement donc, de PME qui conduisent des travaux de R&D. Pour bénéficier de ce statut, il y a 5 conditions d'éligibilité. Donc une condition sur l'âge, donc être une société âgée de moins de 8 ans. Une condition de taille, être une société employant moins de 250 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Et une condition, la troisième condition, c'est de réaliser des dépenses de R&D représentant au moins 15% des charges totales de la société. Également, il y a des conditions de détention capitalistique. Donc, effectivement, le capital doit être détenu donc, à plus de 50% par des personnes physiques pendant l'année pour laquelle on se déclare JEI. Et donc, il y a effectivement une énumération également d'autres entités qui peuvent être concernées. Et donc, la dernière condition, c'est d'exercer une activité réellement nouvelle. Par activité réellement nouvelle, on entend qu'il n'est pas possible de considérer qu'on est JEI si on reprend une activité préexistante. S'il y a un simple changement juridique d'une société qui est trop ancienne pour pouvoir être considérée comme une JEI, et que donc voilà, on reprend le même personnel, la même recherche et les mêmes activités avec les mêmes moyens, il ne sera pas possible d'être considéré comme une JEI parce que l'activité finalement c'est la reprise d'une activité préexistante et ce n'est pas une activité réellement nouvelle. Voilà, donc il y a une condition pendant les 8 premières années de l'entreprise d'exercer une activité qui est née avec la naissance de l'entreprise. Donc, ce statut permet d'avoir différents avantages fiscaux et sociaux. Donc, les avantages fiscaux, ça vous permet d'avoir une exonération pendant 24 mois d'impôts sur les sociétés. La première année, l'exonération est totale. Donc, la première année bénéficiaire, bien évidemment, l'exonération est totale. La deuxième année bénéficiaire, l'exonération est de 50%. Par ailleurs, vous avez d'autres exonérations. En ayant ce statut, vous avez d'autres exonérations sur la contribution économique territoriale, la CET, ou la taxe foncière pendant 7 ans sur décision des collectivités territoriales. Ensuite, donc on a vas-y, je t'en prie. On a également quelques avantages sociaux du coup, notamment une exonération des cotisations sociales sur certains salariés. Donc les salariés sont effectivement aussi énumérés. Donc ce sont les salariés qui sont affectés à la recherche. Il y a une énumération également des salariés éligibles à cette exonération. Et donc ces salariés-là, qui sont affectés principalement à la recherche, vont être exonérés de cotisations sociales. Pour le coup, à la différence de l'avantage fiscal qui va exister pendant 2 ans, l'exonération des cotisations sociales va exister sur toute la durée où on a le statut de JEI. Et donc toutes les cotisations ne sont pas concernées. Donc ce sera quelques cotisations sociales patronales, donc l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et allocation familiale. Et cet avantage social est plafonné
donc par salarié et par établissement. Donc, il y a 84,5 SMIC par rémunération. Et donc, le taux la partie de la rémunération qui sera supérieure à ce plafond-là sera imposée et soumis à cotisation de la même façon que si la société n'était pas JEI. Et donc, cette exonération est applicable sur l'intégralité des 7 premiers exercices, donc jusqu'au 8e anniversaire de la société JEI, si toutes les conditions sont bien entendu remplies pendant toute la durée. La JEI est un avantage qui va s'estimer, si on va regarder si toutes les conditions sont remplies par année pendant 8 ans. C'est-à-dire qu'il faut remplir tous les ans les conditions. Et si la société ne remplit pas les conditions une année, elle ne sera plus jeune entreprise innovante, même si elle a moins de 8 ans. Donc, suite à la promulgation de la loi Finance 2024, le dispositif de jeune entreprise innovante a évolué. Il y a eu certaines évolutions sur ce dispositif. Donc, premièrement, déjà, sur toutes les sociétés qui seront créées à partir du 1er janvier 2024 et qui vont demander le statut de jeune entreprise innovante, ils ne pourront plus bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices pour la société. Cependant, les exonérations sociales sont bien maintenues pendant les 7 ans, les 7 premières années de la société. Un autre point important, donc, que je vais laisser François-Xavier présenter, mais l'évolution de la loi a instauré la notion de jeune entreprise de croissance. Exactement. Donc, effectivement, cette nouvelle JEI, donc c'est une sous-catégorie de JEI, ça reste une JEI qui va continuer à bénéficier des exonérations de cotisations sociales et en matière d'impôts locaux. Ce sont des sociétés qui vont pouvoir être considérées comme JEI alors qu'elles engagent entre 5 et 15% de dépenses de recherche contre la condition ancienne des JEI classiques, entre guillemets, qui doivent engager au moins 15% de dépenses de recherche. Donc ces sociétés-là pourront être considérées comme JEI de croissance si elles remplissent certaines conditions de croissance qui seront fixées par la suite par décret, et elles auront également quelques avantages particuliers qui seront également fixés par décret par la suite. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que certaines sociétés qui vont remplir certaines conditions de croissance pourront être considérées comme JEI alors qu'elles ont entre 5 et 15% de dépenses de recherche engagées, contre 15% uniquement auparavant. Alors, le dernier dispositif qu'on a souhaité vous présenter, c'était l'IR-PME. Donc, c'est un dispositif permettant l'incitation à l'investissement. Alors, ce dispositif est surtout mis en place pour les investisseurs. Cependant, on vous le présente parce que c'est un lien avec le statut de jeune entreprise innovante. Donc, c'est un dispositif qui permet aux personnes physiques ou aux contribuables de pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 25%. Ils peuvent bénéficier donc de ce dispositif pour une souscription en numéraire au capital d'une société ou lors de sa constitution ou d'une augmentation de capital. Ce dispositif est existant depuis 1994 et a été prorogé jusqu'à fin 2025. Le plafonnement de l'investissement, il y a un plafonnement, c'est 50 000 € par personne, et ce plafonnement est doublé pour des couples mariés ou pacsés. Si l'investissement, par contre, si l'investissement est supérieur à ce plafonnement pour une année, il y a la possibilité de reporter sur les années suivantes le reste de l'investissement si ça a dépassé les 50 000 € ou 100 000 par couple. Et donc, effectivement, il y a certains critères qui sont fixés pour les sociétés dans lesquelles les investisseurs peuvent investir pour bénéficier de l'IR-PME. Donc, effectivement, les critères sont listés ici, peuvent être assez proches de celui de la JEI, même si certains sont un peu différents. Et donc, on voit que c'est un dispositif qui a quand même déjà un certain succès, puisqu'il y a déjà 80 000 utilisateurs qui ont bénéficié de l'IR-PME pour 500 millions d'euros de levée. Et donc, ce dispositif a été renforcé par la loi de finances 2024
puisque désormais, il est possible de bénéficier de l'IR-PME dès lors qu'on investit donc dans les jeunes entreprises de croissance et également dans les jeunes entreprises innovantes qui engagent plus de 30% de dépenses de recherche, ce qui était appelé dans la loi de finances, dans le projet de loi de finances, les jeunes entreprises de rupture. Cette notion de jeune entreprise de rupture n'a pas été retenue dans la loi de finances, dans le projet, enfin dans la loi de finances finale, mais c'était un type de JEI qui avait été prévu dans le projet de loi initial, mais ça n'est pas passé avec le 49.3. Donc cette jeune entreprise de rupture, c'est dans le cadre de l'IR-PME, il y est fait référence, mais ça n'est pas aujourd'hui un type de JEI particulier encore. Et donc, il y a un abattement supplémentaire lorsqu'on investit dans ce type de jeune entreprise innovante, donc qui s'élève à 50%. Merci. On va maintenant vous présenter, voilà, avec Alex. Alors, c'est la grosse nouveauté, on va dire, hein, de ce début d'année dans l'actualité fiscale de l'innovation, c'est le C3IV. Alors, un peu d'historique, voilà, pour vous dire un peu d'où ça vient, hein. Donc, il y a eu un projet de loi sur l'industrie verte, hein, dont l'objectif était de bénéficier d'un levier fiscal. Alors, j'oublie de dire, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire le C3IV? Donc, c'est le crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte, d'accord? Donc, il s'agit de pouvoir financer, on va dire, du CAPEX dans 4 secteurs qu'on va vous décrire plus en détail par la suite. Voilà, donc d'une manière générale, c'est un peu dans le sens de l'histoire en termes de financement, hein, puisqu'on observe également ce mouvement de financement du CAPEX, hein, et plus seulement de la R&D, mais aussi du CAPEX dans tout ce qui est recherche d'aide et de subventions. Voilà, et donc la loi est passée en 49.3, donc en fin d'année dernière. Voilà. Et on avait pu, notamment lors des... Merci. Voir au niveau des différents débats parlementaires, la volonté en tout cas du Sénat de pouvoir élargir le dispositif, les quatre filières qu'on vous présentera juste après, mais il y avait aussi une volonté d'ouvrir ce C3IV aux électrolyseurs et aux pilières de capture et d'utilisation des CO2. 2 amendements qui n'ont pas été retenus dans le projet final adopté en 49.3 à l'initiative du gouvernement. Et en fin d'année 2023, la loi a été promulguée et validée par la Commission européenne courant janvier. Donc le dispositif est aujourd'hui en pratique et on attend simplement certains décrets d'application, mais est aujourd'hui possible d'application au sein des entreprises. Voilà, donc il est tout à fait opérationnel. Ce qu'il faut savoir, donc pour les entreprises qui peuvent en bénéficier, donc ce sont les entreprises industrielles et commerciales, hein, d'accord, qui sont imposées, voilà. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que cela s'adresse aux entreprises de toute taille et également sur tout le territoire, et que ce dispositif, voilà, s'adresse aux dépenses d'investissement. À noter que, voilà, tout ce qui est remplacement, d'accord, d'équipements, CAPEX, etc., n'est pas concerné. Et donc les 4 secteurs, on va dire, qui sont couverts par le C3IV sont les batteries, le photovoltaïque, hein, tout ce qui est panneaux solaires, les éoliennes et les pompes à chaleur. En ce qui concerne les conditions qu'il faut en remplir, donc il s'agit des conditions cumulatives suivantes, hein. Donc tout d'abord, bien sûr, ne pas être une entreprise en difficulté, être à jour de ses obligations sociales et fiscales. Il ne faut pas avoir réalisé de transfert d'activité similaire à ce que vous allez proposer dans le dossier d'agrément, donc au cours des 2 dernières années. Il ne faut pas non plus prévoir de transfert d'investissement hors de France au cours des 5 années suivantes. Voilà. Donc à noter également, voilà, que cela concerne l'exploitation des investissements pour 5 ans minimum, 3 ans pour les PME. Voilà. Ce crédit d'impôt investissement industrie verte a vocation à s'appliquer en tout cas sur une assiette de dépenses définie, donc présentée dans le plan d'investissement que vous devez joindre au dossier d'agrément. Par assiette, on entend du coup les dépenses corporelles, incorporelles,
donc par corporel, donc l'ensemble des bâtiments, installations, équipements, machines et terrains d'assises nécessaires au fonctionnement du coup de ces équipements, et par incorporel, les droits de brevet, de licence, de savoir-faire ou autres droits de propriété intellectuelle. La loi prévoit une particularité notamment sur la valorisation de ces dépenses de propriété intellectuelle qu'on peut donc retrouver directement dans le code général des impôts. Et on a aussi dans cette assiette de dépenses les autorisations d'occupation temporaire du domaine public consécutives à droit réel. Donc là, on se renvoie donc notamment à tout ce qui est au dépôt des permis de construire, etc., qui ont possibilité à être valorisés dans ce crédit d'impôt. Alors voilà, pour entrer un peu plus dans le détail des investissements qui sont concernés dans les 4 secteurs qu'on vient de mentionner. Donc tout d'abord pour le secteur des batteries, au niveau des équipements, donc cela va concerner toutes les cellules des batteries. Au niveau des composants, donc toutes les électrodes, électrolytes, feuilles, collecteurs et séparateurs aussi qu'on peut rencontrer dans ces dispositifs. Et pour les matières premières, tous les matériaux actifs des cathodes, d'accord, le graphite, également tous les électrolytes, liants, poudres, etc. Pour les panneaux solaires, donc les lingots, les wafers, cellules modules et aussi toutes les structures porteuses. Également tous les encapsulants en film polymère, donc EVA, POE, le verre solaire, et enfin pour les matières premières, tout ce qui est silicium, sable silicieux et quartz. Du coup, les turbines éoliennes, au niveau des équipements, on pourra prévoir donc, notamment la construction des mâts, des nacelles, des sous-stations électriques ou des câbles électriques de raccordement interéolien ou câbles dynamiques. Au niveau des composants, les blocs d'acier, les aimants permanents, tronçons de mâts ou encore les hubs de nacelles. Et pour les matières premières concernant les éoliennes, on serait sur les terres rares, néodyme et dysprosium, ou les matériaux pour pales recyclables. Concernant les pompes à chaleur cette fois, au niveau des équipements, on peut envisager éligible à ce crédit d'impôt, les pompes à chaleur aérothermiques, donc RR ou RO, les packs eau grise eau ou les packs hybrides, donc des packs couplés à une chaudière et les chauffe-eau thermodynamiques également. Au niveau des composants, on peut envisager éligible à ce crédit d'impôt les compresseurs, les échangeurs de chaleur, les échangeurs souterrains et sondes géothermiques ou les ballons de stockage. Il n'y a pas de liste de matières premières, tout en sachant que ce tableau est un tableau disponible sur le site de la Direction générale des entreprises et donc est susceptible aussi d'évoluer par décret ultérieurement. Alors ici, en ce qui concerne le taux, les plafonds, donc vous voyez, ce sont des montants tout à fait significatifs, puisque les taux d'aide, on va dire, peuvent varier de 20 à 60%, donc il peut y avoir des bonifications, on va dire, selon les zones. Le plafond pouvant varier de 150 à 350 millions d'euros, voilà, selon la taille ici de l'entreprise et sa localisation. Daniel, je ne sais plus qui commence. Je t'en prie, vas-y. D'accord. Concernant donc ce dispositif a été validé par la Commission européenne, il faut savoir que la fenêtre de ce crédit d'impôt est assez courte, dans le sens où le crédit d'impôt est éligible à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2025. Il entre en vigueur pour les agréments obtenus pour une durée de 2 ans, avec une possibilité d'étaler les investissements jusqu'en 2029. La liste des équipements composés en matières premières, on a pu vous en donner une première partie, mais sera précisée par décret ultérieurement. La condition liée au chiffre d'affaires pour les entreprises des maillons 2 et 3, donc des composants essentiels et matières premières critiques, l'entreprise doit pouvoir déterminer que plus de 50% de son chiffre d'affaires est réalisé donc avec des entreprises ayant une activité similaire en aval de la chaîne de production des 4 filières. L'application de ce dispositif est soumise à délivrance d'un agrément préalable. Cette notion-là, on va pouvoir l'avoir juste après. Ce mécanisme est donc bien une incitation fiscale avec une déclaration en N+1 des dépenses exposées en année N lors du dépôt des comptes. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt des sociétés et à une restitution de créance. Donc, quand on vous précise que c'est une restitution de créance, cela veut dire que c'est un réel crédit d'impôt. Le crédit d'impôt qui serait supérieur à votre impôt
vous obtiendrez la différence en remboursement. Si donc après l'obtention du crédit d'impôt, les critères ne sont plus respectés, alors vous devrez rembourser les sommes perçues. Et ce crédit d'impôt est donc cumulable avec les autres aides perçues pour les dépenses en les déduisant de l'assiette, mais attention par contre à respecter les intensités maximales du temporary scorices. Alors ici, voilà, donc il y a une particularité, on va dire, voilà, donc il faut obtenir ce qu'on appelle l'agrément préalable hein, du plan d'investissement, donc pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt sur le même du C3IV, hein, sur le même principe du crédit d'impôt qu'on vient de vous mentionner. Donc cet agrément, donc voilà, adressé à la Direction générale des finances publiques, d'accord, après un avis conforme de l'ADEME. Alors, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que, alors, ce qu'on n'a pas précisé, mais disons qu'on a une fenêtre de tir hein, pour déposer ces dossiers, hein, puisque la fenêtre de tir elle est ouverte depuis le 1er janvier de cette année. Et ce sera clôturé au 31 décembre 2025. Hein. Donc pour l'instant, c'est ce qui permet ce sont les dates, on va dire, le créneau sur lequel il faut déposer, on va dire, ce dossier. Le délai de traitement, voilà, il est de 3 mois, hein, en partant du principe, bien sûr, qu'on a un dossier complet. Voilà, un guichet unique qui est indiqué ici. Pour le processus de cette demande d'agrément, une fois que vous avez réussi à organiser le dossier et qu'il est complet, vous l'envoyez donc à l'adresse qu'on a pu vous préciser juste avant, donc relative au C3IV. Votre demande est réceptionnée par la Direction générale des finances publiques qui vérifie donc si les conditions, notamment d'éligibilité, donc le fait que vous ne soyez pas une entreprise en difficulté ou que les dépenses identifiées peuvent bien être prises en compte dans le C3IV, votre dossier sera envoyé à l'ADEME. Il vérifiera donc si le projet intègre bien donc, les champs du crédit d'impôt, donc batterie, panneaux solaires, pompe à chaleur et panneaux solaires, et éoliennes, pardon. À noter que l'avis rendu par l'ADEME est un avis conforme. Par conforme, on entend donc que l'ADEME, en tout cas la DGFiP, ne pourra se soustraire à l'avis rendu par l'ADEME et que par conséquent, si l'avis de l'ADEME venait à être négatif, votre dossier serait automatiquement stoppé. En cas de difficulté de l'ADEME pour défendre votre dossier, et notamment savoir s'il est réellement éligible, l'ADEME est en droit de vous poser des questions complémentaires et de vous auditionner si nécessaire. Une fois validation de ces différentes conditions par l'ADEME, votre dossier est renvoyé au niveau de la Direction générale des finances publiques, qui étudie votre dossier et prépare notamment l'agrément. C'est ce que vous trouvez en phase 2. Votre agrément, vous le recevez avec plusieurs informations et notamment la somme totale dont vous pouvez, qui est prise en compte en tout cas dans ce crédit d'impôt, le taux maximal de crédit d'impôt auquel vous êtes éligible et le montant de crédit d'impôt que vous allez percevoir. Une fois que vous recevez cet agrément, vous avez le droit de commencer les travaux. À noter par contre que la Direction générale des finances publiques et la Direction générale des entreprises se réservent le droit de venir vous contrôler dans les années à venir, notamment, comme on avait pu le dire, pour vérifier que les dépenses exposées dans le projet d'investissement ont bien été réalisées par la suite. Voilà, donc là, on va rapidement sur le dossier du C3IV, donc en quoi ça consiste, hein, donc présentation générale de la société, effectivement, de la demande, avec la présentation succincte de la demande d'agrément, donc on vous demande d'identifier la société qui investit, d'accord, avec sa présentation. Deuxième volet, donc la présentation complète du plan d'investissement et aussi sa viabilité économique, d'accord? Donc dans la présentation complète du plan d'investissement, cela intègre donc le détail de l'activité, le calendrier, la synthèse des coûts et également toute la dimension de financement. Du coup, cette présentation aussi complète du projet d'investissement et de viabilité, vous devez prévoir donc une description de la viabilité du plan d'investissement avec un état des marchés, une insertion de ce plan dans son marché et une présentation des comptes prévisionnels d'exploitation et du chiffre d'affaires prévisionnel aussi.
Et vous devez également prévoir une présentation des intérêts environnementaux et des différents engagements que vous comptez tenir. Par intérêt environnemental, on entend la justification de la maîtrise foncière, les autorisations et déclarations administratives, les autorisations de construire et les déclarations d'autorisation environnementale afférentes au projet si jamais il vient s'insérer sur des domaines particuliers. Et au niveau donc des engagements, vous devez pouvoir présenter l'ensemble des informations liées notamment aux subventions que vous devrez déduire de la base de votre projet. Les obligations fiscales et sociales, vous devez les respecter bien évidemment. Au niveau de l'exploitation, c'est ce qu'on disait, pour minimum 5 ans, 3 ans si vous êtes une PME. Et au niveau de la permanence des installations, c'est pour éviter que l'entreprise se parte à l'issue de l'obtention de ce crédit d'impôt. Eh bien, c'est tout bon pour vous. Merci beaucoup à vous quatre pour cette présentation qui était rondement menée. On va peut-être passer sur un temps d'échange. Sylvain, je te laisse peut-être dire un mot si tu le souhaites. Non, je voulais beaucoup remercier Sofiane, François-Xavier, Daniel et Alex, parce que j'imagine que comme moi, vous avez apprécié l'effort qui a été fait pour, alors que c'est une matière des fois qui est un peu aride, pour la rendre aussi vivante que possible. Il y avait même des feuilles voilà, sur les dernières planches. Voilà, alors une dernière qui est très chargée même, qui n'a pas été présentée là, mais qui sera peut-être sur le document qu'on pourra vous retransmettre. Il y aura un replay puisque on a eu un peu moins de participants que ceux qui s'étaient inscrits, hein, puisqu'il y avait une petite centaine d'inscrits. Voilà, mais je pense que le délai pour se dégager là, le vendredi en fin de matinée était un peu. Je suis sûr que plein de gens vont regarder le replay. Moi, j'ai appris plein de choses en tout cas. Et effectivement, on a bien 5 minutes, 10 minutes pour des questions dans l'assistance. Donc, n'hésitez pas à allumer votre caméra et puis à poser une question. Profitez. Voilà. Aujourd'hui, c'est gratuit. Après, il paraît que c'est pas si cher que ça. En plus, ils font très bien les deux. Mais voilà, mais profitez pour la première question en tout cas. Je vois qu'on a déjà des questions dans le chat. Pourriez-vous Vas-y. expliquer ce qui est exclusif, soit CIR, soit CI, soit SICO, et ce qui est éventuellement cumulable? Et si non cumulable, pourquoi utiliser un dispositif plutôt qu'un autre? On va essayer de répondre à deux avec Apix du coup, pour continuer cette synergie. Donc, les différents dispositifs sont cumulables puisqu'ils ont tous des périmètres différents pour pouvoir y prétendre. Donc, comme on l'a dit, alors on est peut-être allé un peu vite sur les dispositifs. Effectivement, on n'a pas pu rentrer vraiment dans le détail sur chaque dispositif. Oh, sinon, on y serait encore et vous n'auriez toujours pas entendu le C3IV. Donc, voilà. Mais du coup, il y a vraiment des périmètres d'éligibilité des projets, en tout cas en ce qui concerne le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation. Et pour le SICO, ça va être des conditions contractuelles. Vraiment, ça va être le contrat, si c'est la typologie de la sous-traitance, c'est bien un ORDC, s'ils ont bien les agréments. Enfin, il y a plein de petites conditions qui vont nous permettre. Je te laisse compléter si. Oui. C'était très complet, mais effectivement, oui, c'est voilà, si on effectivement CIR C2I, bah voilà, il y a une différence de champ d'application et de projet. Et le SICO, c'est en fait entre la sous-traitance dans le CIR et la sous-traitance SICO, c'est vraiment deux philosophies différentes quand même. Donc il y a effectivement une différence contractuelle. Ce sera pas du tout le même champ d'application. C'est-à-dire que le SICO, ça a vraiment pour objectif de favoriser la coopération entre deux sociétés, enfin entre une société et un ERDC, quand le CIR, c'est vraiment une entité qui fait des travaux pour une autre, donc un sous-traitant qui fait des travaux pour un donneur d'ordre. Donc voilà, c'est cumulatif, comme le disait très justement Sofiane, mais c'est de toute façon sur une même dépense, normalement, elle sera éligible à l'un des trois dispositifs. Donc on n'a pas de choix vraiment à faire. Normalement, on a quand même un champ d'application un peu différent.
Merci beaucoup pour ces Et précisions. juste dernière précision, Oui. c'est cumulatif, mais pas sur une même dépense. Une dépense ne pourra être déclarée que dans un des 3 dispositifs. Très bien. Maintenant, je vois qu'on a des questions sur le C3IV. Est-ce que nous avons des précisions sur les dates de sortie des décrets d'application? Et comment savoir si on est éligible lorsqu'on propose une technologie innovante qui ne rentre pas exactement dans les cases proposées? Je me permets juste, je lis les questions qui sont dans le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole, mettre votre caméra pour interagir. Là, c'est vraiment un moment d'échange, hein. Daniel, je te laisse commencer si tu veux. On garde la même synergie, comme le disait si bien Sofiane. Oui, bon, déjà, pour la question sur la technologie innovante qui ne rentre pas exactement dans les cases, bon, c'est un cas particulier, on va dire, peut-être à voir, à étudier. Alors, je ne sais pas qui a posé la question, mais voilà, après, si voilà, il faudrait rentrer dans le détail, de savoir un peu qu'est-ce que vous entendez par qui ne rentre pas exactement dans les cases. Voilà, on pourra éventuellement revenir vers vous. Alors sur les dossiers, oui, effectivement, sur les dossiers, donc vous pouvez peut-être vous rapprocher. Alors l'ADEME et la CCI, alors je ne sais pas, je ne peux pas répondre en leur nom. Voilà, après sinon, voilà, des cabinets comme GAC ou nous-mêmes, voilà, on est tout à fait en capacité de répondre à vos questions de ce point de vue-là. En effet, donc concernant par contre les dates de sortie des décrets, on ne peut pas présumer le temps que le législateur prendra à sortir en tout cas ces décrets, mais en tout cas, il y avait un engagement de la part du gouvernement de donner les décrets dans les 3 mois suivant la validation par la Commission européenne, validation qui a eu lieu courant janvier, donc on ose espérer avoir ces décrets avant le mois d'avril. Tout en sachant que la loi étant déjà très développée, notamment sur les critères en tout cas d'application de ce crédit d'impôt, on est en capacité aujourd'hui de pouvoir déterminer normalement si un projet est plus ou moins éligible, sous certaines conditions après, qui sont susceptibles d'évoluer. Concernant du coup, comme le disait Daniel, concernant les cas proposés, j'imagine que vous faites référence au tableau qu'on a pu voir fourni par la Direction générale des entreprises, tableau du coup qu'on avait pu préciser qui évoluera dans les semaines à venir. Bien sûr, du coup, autant Inexinfo ou l'ISC sont compétents pour pouvoir vous accompagner dans l'établissement de dossier. Et pour les coordonnées, je me laisse du coup. Peut-être on laissera Cap Ouais, on laissera Cap Énergie. Je ne sais on pas si c'est laissera prévu que vous les laissiez, voilà. Et puis, on laissera Oui, tout à vous fait. envoyer. J'ajouterai une petite slide contact à la fin pour Voilà. que vous puissiez retrouver tout le monde. Voilà, et puis vous pourrez Très nous bien. contacter ou GAC ou nous-mêmes, voilà, pour aller plus loin. Est-ce que nous avons d'autres questions peut-être? Il y avait une question au tout début qu'on n'a pas traitée sur un exemple d'ORDC, pour parler des sigles, des fois compliqués à comprendre. Ah oui. FX, tu veux. Peu importe, oui. Alors les ORDC, c'est vraiment les anciens organismes publics qui étaient éligibles au doublement. Schématiquement, mais voilà, c'est les sociétés qui ont pour but premier de faire de la recherche. Je sais il y a pas mal d'universités qui sont des ERDC. Il y a des organismes publics. Je ne sais pas si, Sofiane, vous avez des exemples un peu plus. Oui, on a l'INERIA, on a certains centres de recherche, le CNRS aussi, CNRS, voilà. l'INSERM, voilà. Il y a pas mal de centres, en fait, et la liste on peut retrouver la liste des ORDC sur Internet. Voilà, c'est public. Très bien. Et moi, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, mais encore une fois, n'hésitez pas à intervenir. Sur l'hydrogène et la captation et la valorisation de carbone, il me semble que dans la planche, vous mentionnez à suivre. Est-ce qu'il y a un horizon de date? Alors, c'était prévu en fait par certains amendements par les sénateurs. Ça n'a pas été donc voté dans le projet de loi définitif. Par contre, on peut
envisager une possibilité d'avoir de nouveaux amendements sur ce sujet lors du prochain projet de loi de finances en 2025, donc à partir de septembre, et qui sera voté à compter du 1er janvier 25. Mais en tout cas, pour l'année à venir, seuls ces 4 domaines, donc je le rappelle, batterie, éolienne, panneaux solaires et pompes à chaleur, sont éligibles au C3IV. Ok. Voilà, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu as le micro coupé, Sylvain, on t'entend pas. Je disais, je peux en poser encore une parce que j'avais plein de choses à apprendre encore. Mais alors, il faut que je retrouve. Mais la page 21, l'exonération pour la jeune entreprise innovante. Vous mentionnez l'exonération de la contribution économique territoriale et de la taxe foncière pendant 7 ans, bon, ce qui est intéressant, sur décision des collectivités territoriales. Donc, ça veut dire que ça dépend. Donc, l'État permet de le faire, mais après, c'est chaque collectivité territoriale, c'est ça qui choisit ou non d'exonérer. Est-ce que c'est la bonne traduction que j'ai faite? Plouf, plouf, ce sera un de nous deux qui répondra. Vas-y, Eric, je te laisse répondre. Non, bah, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faire une demande et il y aura une délibération qui décidera d'accorder ou non cette exonération. Ah, mais c'est une demande spécifique, il faut faire une demande spécifique, ou est-ce que c'est la collectivité territoriale qui dit, bah, je sais pas, par exemple la région, enfin, ou la collectivité territoriale qui va bien, qui dit, bah, pour toutes les entreprises, les jeunes entreprises innovantes, je les exonère, ou est-ce que c'est au cas par cas? Je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne suis pas certain de la réponse, Sofiane. Je ne sais pas si. Je crois que c'est une demande, hein, mais. Alors oui, parce que ça, c'est assez l'aspect comptable, vraiment géré par les comptables. L'application, oui, je crois que c'est sur demande aussi, il me semble bien. Voilà. Donc, Il me ça semble que c'est au cas suppose par cas, effectivement. D'accord, d'accord. Ok, très bien, merci. Ok. Bon, je ne vois pas, Soléane, d'autres questions dans le chat, ni d'ouverture de caméra ou de micro. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. On sera ravis de pouvoir répondre à vos questions qui seront nombreuses, j'en suis sûr, dans les heures à venir, après avoir eu autant d'informations. C'est sûr. Tout à fait, tout à fait. Je pense bien ça. Donc, effectivement, alors, il me semble qu'il y avait est-ce qu'il n'y avait pas les coordonnées dans les planches de démarrage, de présentation des structures? Ah non, c'est vrai qu'il n'y avait pas les coordonnées. Non. Il n'y avait pas oui, donc pour pas pour tout le monde, mais j'ajouterai il y a pour Derby et nous-mêmes, mais voilà, mais pas pour In Extenso et GAC Group. Donc, ça, il faut absolument, parce que c'est quand même. oui, tout à fait. On ne voulait pas le faire trop commercial comme à notre habitude, mais quand même, on voit bien que pour répondre aux questions de suite, il va avoir besoin d'interaction directe. Voilà, donc ça, il faut absolument qu'on indique vos contacts respectifs. Voilà, et donc on vous remercie encore très chaleureusement une dernière fois pour aujourd'hui. Hein. C'était donc, moi j'ai trouvé ça très fluide à deux, enfin de mêler les interventions. Donc voilà, c'est un exercice que vous faites peut-être pas souvent, mais en tout cas, de mon point de vue, il était très réussi. Et je pense que voilà, c'est un apport déjà très important pour nos écosystèmes, que ce soit le pôle Derby ou le pôle Cap Énergie. Et pour moi, c'est très précieux. Ça m'a été très précieux. Je pense que ça sera très précieux à nos membres. Et je pense que le replay sera largement visité. Et voilà, avec des questions complémentaires vers les contacts qu'on va donner. Voilà, Soléane, je te laisse conclure. Oui. Eh bien, oui, merci beaucoup pour votre investissement dans ce webinaire. Puis, vous avez été vraiment super dans la répartition des sujets. C'est agréable de voir voilà, des entreprises du même secteur d'activité qui collaborent sur des sujets qui, je pense, intéressent tout le monde. Je remercie tous les participants de nous avoir rejoints. Je ferai passer effectivement les présentations aux participants et nous repartagerons le replay dans quelques temps, voilà, pour que tout le monde puisse avoir les informations. Je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.
Au revoir.